Bienvenue dans Fragile mais debout, un podcast sincère à mi-chemin entre la réflexion thérapeutique et le récit intime. Moi, c'est Julie. Aujourd'hui, j'aimerais t'emmener avec moi dans un épisode particulier. Un épisode qui vient toucher l'intime, qui vient questionner le deuil. Cette expérience universelle et pourtant tellement solitaire. Cette traversée qui bouleverse le cœur, le corps, l'esprit et qui transforme profondément notre manière d'être au monde. On va parler sans tabou, sans clichés, sans ces phrases toutes faites qui sonnent creux quand on souffre. On va parler du réel, du vécu, de ce qui se passe à l'intérieur quand quelqu'un qu'on aime n'est plus là. Dans cet épisode, je vais te dire ce que j'aurais aimé savoir, comprendre et entendre lorsque j'ai été confrontée au deuil la première fois. Je vais t'expliquer ce qu'est vraiment le deuil, les formes qu'il peut prendre, les sensations qui nous traversent, les bouleversements invisibles qu'il provoque dans nos émotions, nos pensées, nos gestes les plus simples. Mais aussi parler du rôle de l'entourage et te donner des repères, des clés, des outils. Pas pour effacer la douleur, personne ne le peut, mais pour t'aider à avancer à ton rythme, un pas après l'autre. Parce qu'on le sait tous en théorie, la mort fait partie de la vie. Mais dans la pratique, on n'est jamais préparé, jamais. Et en France, on en parle si peu, par pudeur, par superstition, par peur. Ce silence nous prive d'un savoir essentiel. Non pas celui qui empêcherait la douleur, mais celui qui permet de comprendre, de respirer, de survivre. Alors toi qui as perdu quelqu'un, toi qui accompagne une personne endeuillée, et toi qui seras un jour confronté à cette expérience douloureuse, je te souhaite la bienvenue dans cet épisode. Sabrina, Céline, Aurélie, Romain, Stéphane, Samuel, mes amis qui venaient de perdre un parent, je vous dédie particulièrement ces mots, qu'ils vous accompagnent, qu'ils vous rappellent que vous n'êtes pas seul et qu'il est possible de continuer à vivre et être heureux malgré le manque. Je n'ai presque aucun souvenir de mes grands-parents paternels. Ils sont partis trop tôt, avant même que je puisse tisser un lien avec eux. Il n'y a pas de douleur quand je pense à leur absence. Juste un espace neutre, un vide, sans histoire. Et puis un jour, vers mes 10 ans, la vie m'a montré sa brutalité. Mon tout premier face-à-face avec la mort. Ma petite cousine, Delphine. Un arrêt cardiaque, dans sa chambre d'enfant. En quelques secondes, tout s'est effondré. Je revois les adultes, leurs visages figés, leur silence maladroit, leur façon désespérée de vouloir nous protéger, nous, les enfants, de quelque chose de beaucoup trop violent. Je me souviens de leur tristesse, et plus tard, de ma propre colère. 6 ans passent, j'ai 16 ans. Je suis en terminale. Une journée banale. Un coup de fil venu de l'autre bout du monde. Le silence de ma mère. Ses larmes. Et ses mots inaudibles. Votre père est mort. À cet instant, le sol s'est ouvert sous mes pieds. Le monde a continué de tourner, mais sans moi. Je regardais mes amis et leur insouciance. J'étais parmi eux, mais à distance. Ils étaient présents, bienveillants, mais ne pouvaient pas comprendre cette brûlure intérieure, ce manque qui grignote tout, cette quête impossible d'une réparation qui n'existera jamais. Et malgré tout, les années ont continué de dérouler. Le permis, les diplômes, les premières victoires, la rencontre avec l'homme de ma vie, une maison, des moments heureux, oui, heureux, mais toujours teintés d'une légère amertume, parce qu'il manquait quelqu'un. 17 ans plus tard, je suis enceinte de 8 mois. On sort d'une séance d'autonomie. On flotte dans une bulle douce, pleine de joie, de projets. J'allume mon téléphone. Des appels manqués, beaucoup. Ma sœur, mon frère, ma cousine. Et avant même de rappeler, mon cœur comprend. Maman est morte. À 33 ans, je porte la vie et je perds ma mère. À nouveau orpheline, à nouveau face à l'indicible. Mon frère a 30 ans, ma sœur 25. Eux aussi deviennent orphelins. Et ensemble, nous devons apprendre à avancer, sans nos parents, à marcher sans repère. La blessure de la mort de papa se rouvre. Mais cette fois, nous savons. Nous savons que le deuil n'est pas linéaire, qu'il y aura des jours clairs et des jours sombres, que la présence des proches est précieuse et parfois maladroite. Et surtout, qu'il suffit d'une date, d'une photo, d'une odeur, d'une chanson, pour que tout remonte.
l'absence, le manque, la douleur. Nous savons aussi qu'avec le temps, la douleur s'adoucit. Elle laisse place à une forme de nostalgie, presque douce parfois. On n'oublie pas, on apprend à vivre avec. On apprend à aimer avec un manque, à avancer avec une cicatrice. Perdre quelqu'un, c'est un cataclysme intérieur. Un séisme silencieux dont les secousses se prolongent longtemps. Tu as peut-être déjà entendu parler des fameuses étapes du deuil. Le choc, le déni, la colère, la tristesse et puis enfin l'acceptation. 5 étapes que l'on nous dit qu'il faudrait traverser pour faire son deuil. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire, faire son deuil ? Accepter l'inacceptable ? Atteindre ce mystérieux Graal qu'on appelle l'acceptation ? Ou n'est-ce pas plutôt une injonction de notre société ? Une société qui tolère mal la souffrance, qui redoute les émotions douloureuses et qui ne sait pas trop quoi en faire, si ce n'est tenter de les faire taire, de les cacher et de les rendre presque honteuses. À l'origine, Elisabeth Kubler-Ross avait simplement observé ces réactions chez des personnes en fin de vie. C'était pas un parcours à suivre, encore moins un barème émotionnel pour ceux qui restent. Et pourtant, au fil du temps, ce modèle s'est transformé. Il est devenu une norme, une pression à progresser, à passer à autre chose, à atteindre un point final. Comme si la douleur devait être rangée dans une boîte, propre, silencieuse, acceptable. Mais la réalité est tout autre. Le deuil n'est pas un projet, ce n'est pas une tâche à accomplir, ce n'est pas un tunnel avec une sortie obligatoire. Le deuil, c'est une relation intérieure, une relation qui se transforme avec le temps. Ce n'est pas accepter l'inacceptable, c'est apprendre parfois, très lentement, parfois avec des retours en arrière, à vivre avec l'absence, le manque. Le mot acceptation peut être trompeur. Il ne signifie ni approuver, ni cesser de souffrir. Il signifie plutôt reconnaître que la réalité est ce qu'elle est et que la relation avec le disparu continue autrement. Oui, elle continue, mais différemment. Et cette reconnaissance n'est jamais linéaire. Certains jours, tu peux la toucher du bout des doigts. D'autres jours, tu retombes dans la colère, la sidération, le manque. Et tout cela est normal. Nous vivons dans une société qui valorise la performance, le contrôle, le positivisme. Une société qui a peur de la vulnérabilité, des émotions profondes, des douleurs qui durent. Alors elle invente des concepts qui rassurent, qui cadrent, qui donnent l'illusion que tout peut être maîtrisé. Mais pour la personne en deuil, ce cadrage peut devenir violent, parce qu'il sous-entend qu'il faudrait avancer, progresser, passer un cap, et qu'on peut échouer à le faire. Rejeter l'expression « faire son deuil », ce n'est pas refuser d'avancer. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est souvent au contraire une immense lucidité. C'est reconnaître que la perte crée une rupture profonde, irréversible, qui ne se répare pas en 5 étapes. Une rupture qui se vit dans le temps, avec ses vagues, ses éclaircies, ses absences, et parfois de nouvelles formes de présence. Alors peut-être que d'autres formulations sont plus justes, plus humaine, plus respirable. Je t'en propose quelques-unes. Apprendre à vivre avec la perte. Parce qu'on ne résout pas un deuil, on cohabite avec lui. Traverser le deuil. Un chemin sans obligation de destination. Continuer à vivre avec le manque. C'est reconnaître que ce manque existera sans qu'il t'empêche de vivre. Intégrer ce qui s'est passé dans ta vie. Ne rien oublier, ne rien nier, mais laisser la perte trouver sa place. Le plus important peut-être, c'est de trouver ta formule, celle qui te ressemble, celle qui accueille ce que tu vis, sans jugement, sans pression, sans échéance, celle qui t'autorise simplement à être humain, faillible, fragile. Le deuil, ce n'est pas seulement une émotion, c'est un état global. J'aimerais prendre le temps de t'expliquer ces différentes manifestations, parce que les connaître, les comprendre, c'est déjà commencer à normaliser ce que tu ressens. D'abord, il y a les émotions. Ce sont elles qu'on remarque en premier. Il y a la tristesse évidemment, mais aussi la colère, la culpabilité, le sentiment d'injustice, le désespoir, parfois même du soulagement. Ces émotions peuvent arriver par vagues, se mélanger, se contredire, et c'est pourtant parfaitement normal.
Toutes ces émotions qui traversent le cœur se mettent aussi à parler dans le corps. Une fatigue écrasante, des réveils nocturnes ou l'impression que l'endormissement devient impossible. Une perte d'appétit ou au contraire des prises alimentaires compulsives, comme pour combler le vide. Des éruptions sur la peau, des maux de tête, de ventre, une oppression dans la poitrine. Le corps parle là où les mots nous manquent. Le deuil vient aussi bouleverser nos pensées et le fonctionnement même du cerveau. Tu peux avoir du mal à te concentrer, oublier des choses simples, sentir ton esprit partir ailleurs. Des pensées intrusives peuvent revenir. Et si ? Pourquoi ? Tu peux même surprendre ton cerveau à entendre sa voix, croire l'apercevoir un instant. C'est normal, c'est ta mémoire qui tente de s'adapter à l'absence. Sur le plan comportemental, tu peux te sentir différente d'habitude. Parfois, tu t'isoles, tu te retires du monde, tu t'arrêtes. Parfois, au contraire, tu t'agites, tu ne tiens plus en place. Tu peux éviter certains lieux, certains objets, certaines dates. Ou au contraire, chercher compulsivement des photos, des odeurs, des traces. Tu tiens le coup en public et tu t'effondres en privé. Tu gères tout ou tu ne gères plus rien. Chaque comportement est une tentative maladroite ou nécessaire pour traverser ce chaos intérieur. Et puis, il y a le lien aux autres. Le deuil peut t'éloigner du monde parce que tu te sens incompris, parce que tu refuses d'être un poids, ou parce que tu te sens en décalage avec ceux qui continuent leur vie sans rupture. À l'inverse, tu peux ressentir un besoin immense d'être entouré, soutenu, rassuré. Dans tous les cas, ton rapport au monde change. Certaines relations se tendent, d'autres se transforment. Et parfois, certaines se renforcent profondément. Enfin, le deuil vient ébranler nos certitudes. Il oblige à repenser la vie, le sens, les valeurs, la place qu'on occupe dans le monde. Et même notre rapport au temps. Tu peux te surprendre à chercher des signes du défunt, à croire plus fort en une vie après la mort, ou à développer des pratiques spirituelles ou symboliques qui t'aident simplement à tenir debout. N'oublie pas, toutes ces manifestations sont normales. Elles ne sont pas un échec, ni un problème. Elles représentent ton esprit et ton corps en train de faire ce qu'ils peuvent pour survivre à la perte, continuer à avancer. Fragile mais debout, bancal mais vivant. Tu sais maintenant que le deuil peut se manifester de 1000 façons, mais sais-tu qu'il peut aussi prendre différentes formes, différentes couleurs ? On parle souvent du deuil comme si c'était une réalité unique, une seule expérience. Mais en vérité, il a plusieurs visages. Et comprendre ça, ça change tout. Ça aide à se déculpabiliser, à mieux se comprendre, à mieux se reconnaître dans ce que l'on traverse. Alors j'aimerais t'en décrire quelques-uns. Peut-être que tu t'y retrouveras. Peut-être que cela mettra des mots sur quelque chose que tu vivais sans le nommer. Le deuil anticipé, c'est celui qui accompagne la maladie, la perte progressive d'une personne encore vivante. Dans ce contexte, le deuil commence avant la mort. Le corps est là, mais une part du lien s'efface déjà. Tu pleures l'inévitable, parfois longtemps, avant qu'il n'arrive vraiment. Et quand le décès survient, tu peux te sentir prêt, ou au contraire, totalement vidé, écrasé. Parce que cette longue apnée émotionnelle, elle laisse des traces. Le soulagement, la colère, la tristesse, tout peut se mélanger comme une vague confuse. Le deuil brutal, il est soudain, inattendu. Une mort violente, un accident, un suicide, une disparition. Ici, la douleur se mêle au choc. On cherche des réponses, on tourne en boucle. La cicatrisation est souvent plus complexe, plus lente, parce que tout est arrivé trop vite, sans préparation, sans transition. Le deuil invisible, c'est celui dont on ne parle pas, qui n'est pas reconnu par la société. La perte d'un ex-conjoint, d'un ami, d'un animal, d'un collègue, d'un voisin, ou même la perte d'un projet, d'un rêve, d'une version de soi. Ces deuils-là sont souvent portés dans le silence, parce que l'entourage ne comprend pas la profondeur du lien ou l'ampleur de l'effondrement intérieur. Ce sont des douleurs dans l'ombre,
mais elles sont réelles et elles comptent. Le deuil collectif, celui qui touche une communauté entière, après une catastrophe naturelle, un attentat, un drame partagé. Les émotions se transmettent, se répondent, et chacun devient le miroir de la souffrance de l'autre. Le soutien peut être plus présent, mais la douleur, elle reste unique, intime, incomparable. Le deuil blanc, ambigu, sans disparition. Là, la personne, elle est vivante, présente, visible. Mais la relation telle que tu la connaissais n'existe plus. On la retrouve dans les maladies neurodégénératives, Alzheimer, Parkinson, etc. Certains troubles psychiatriques, des handicaps sévères, les dépendances. Le cerveau ressent la perte alors qu'elle n'a pas encore eu lieu. Il oscille entre attachement et détachement, entre amour et impuissance. C'est un deuil en suspens, flottant, profondément ambivalent. Il y a le deuil pathologique. Lui, il se distingue par sa durée et son intensité. La personne est en détresse continue vis-à-vis de la perte. Elle n'arrive pas à y faire face. Incapacité à reprendre une vie normale, isolement social extrême, idées suicidaires parfois. Le deuil dure au-delà de 12 mois. Et puis il y a le tien, ta manière à toi de vivre ce que tu vis. Car aucune forme de deuil n'est moins grave ou plus acceptable qu'une autre. Elles ont chacune leurs blessures, leur poids, leur rythme. Elles modifient la façon dont tu te vois, dont tu vois le monde, dont tu rencontres les autres. Prendre conscience de ces nuances, c'est déjà te donner de la douceur. C'est reconnaître que ce que tu ressens a du sens. Et surtout, que tu n'as pas à le minimiser. Tu sais, le deuil, c'est quelque chose que chacun traverse à sa manière. Il n'a ni forme unique, ni visage précis. Il arrive comme il veut. Mais il a toujours ce point commun. Il bouleverse tout. Au début, quand l'annonce tombe, il y a ce flot de messages, d'appels, de présence, des gestes d'amour, mais aussi parfois des maladresses, des silences qui blessent. Parce que face à la douleur, beaucoup ne savent pas quoi dire, ni quoi faire. Et puis avec le temps, les visites se raréfient. Les messages s'espacent. Chacun reprend sa vie, pendant que toi, tu restes avec la tienne, un peu plus cabossée qu'avant. Et cette solitude-là, elle peut devenir lourde, très lourde. Surtout quand tu dois continuer d'être pilier pour quelqu'un, un enfant, un parent, un frère. Quand tu n'as plus d'épaule pour poser ta fatigue, ton besoin de souffler, ton chagrin, tout devient encore plus difficile. Dans ces moments-là, il est essentiel de ne pas faire taire ta douleur, de lui laisser de l'espace, de demander du soutien sans honte, sans gêne, auprès de ceux qui t'entourent ou auprès d'un professionnel. Parce que oui, l'entourage a un rôle important, essentiel même. Mais c'est un rôle délicat. Soutenir quelqu'un qui souffre, ce n'est jamais simple. On veut bien faire, on a peur de mal faire, on ne sait pas toujours comment s'y prendre. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne un moment pour parler de ça. Quel rôle peut jouer l'entourage ? Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ferait mieux d'éviter ? La première réponse, elle est simple. Être là. Juste ça. On croit souvent à tort qu'il faut des bons mots. Mais dans ces moments-là, les beaux mots, ils n'existent pas. Ce qui compte, c'est la présence. Un message, un café, une aide concrète, une écoute silencieuse. C'est une manière de dire « tu n'es pas seul, tu sais ». Être présent, c'est un cadeau, mais c'est aussi un défi. Accueillir les larmes, la colère, le vide. Accepter de n'avoir aucune solution magique, ce n'est pas confortable. Et c'est là qu'on tombe vite dans des phrases toutes faites. Ça ira mieux avec le temps, tu verras. Il est mieux là où il est, tu sais. Allez, tu dois être fort. Des phrases qui veulent rassurer, mais qui parfois blessent davantage. Ce dont on a réellement besoin, c'est d'un espace, d'un endroit où déposer, de quelqu'un qui écoute vraiment. Accompagner, c'est accepter le rythme du deuil, le rythme non linéaire, désordonné, imprévisible. C'est ne pas presser, ne pas juger, ne pas comparer. C'est encourager la parole, parler du défunt, partager un souvenir, une anecdote, une photo. On croit souvent qu'en évoquant la personne, on réveille la douleur, alors qu'en réalité, on l'honore,
On l'a fait exister. Et ça, c'est un geste d'amour. Il y a autre chose d'essentiel. Ne pas s'oublier quand on accompagne. Être présent, ça demande de l'énergie. C'est normal de se sentir dépassé, impuissant, triste soi-même. Accompagner ne veut pas dire s'effacer. Tu as le droit de dire « je suis là, mais aujourd'hui, je suis fatigué ». Prendre soin de toi, c'est aussi prendre soin de la relation. Et puis, il y a les deuils partagés. Quand on accompagne quelqu'un alors qu'on vit la même perte, dans un couple, dans une famille, dans une fratrie. Alors, les deuils se croisent, s'entrechoquent. L'un s'agite, l'autre se ferme. L'un pleure, l'autre se dissocie. Et ça peut créer des tensions. Dans ces moments-là, il est essentiel de reconnaître quelque chose. On peut vivre la même perte, mais pas le même deuil. La perte est commune, mais le chemin, lui, il est singulier. Chacun trouvera sa manière de traverser, sa manière d'aimer encore, et petit à petit, sa manière de vivre, sans avoir l'impression de trahir. En résumé, le rôle d'un proche n'est pas de réparer, ni de faire disparaître la douleur. Le rôle d'un proche, c'est d'accompagner, de tenir la main, d'être un ancrage. On n'a pas besoin de tout comprendre, on a juste besoin d'être là. Parce que dans le deuil, plus que jamais, on survit grâce au lien. Je t'invite à présent à prendre un instant pour toi. Ferme les yeux. Respire. Laisse venir l'image de la personne que tu as récemment perdue. Accueille ce qui monte. Émotions, souvenirs, tristesse, manque, sans juger. Dis-toi intérieurement, je me permets aujourd'hui de ressentir cette perte. Puis, je garde cette personne dans mon cœur et je continue d'avancer. Je me permets de vivre, d'aimer, tout en gardant son souvenir. Respire à nouveau. Sens la vie en toi, malgré l'absence. Et quand tu es prêt, ouvre les yeux. Si un jour, tu en ressens le besoin, prends un papier, un carnet, une note dans ton téléphone et écris-lui. Laisse ton cœur parler. L'écriture peut devenir un espace où déposer ce que tu n'oses ou ne peux dire nulle part ailleurs. Cet épisode arrive à sa fin, mais tu peux rester ici encore un instant, juste pour respirer. Souviens-toi, tu n'as rien à prouver. Tu as le droit d'être fatigué. Tu as le droit d'être bouleversé. Tu as le droit de demander de l'aide. Et tu as le droit d'être vivant, même avec la douleur. Le manque ne disparaît pas vraiment. On apprend à vivre avec, à marcher avec l'absence, à garder la mémoire près du cœur, à reconnaître que l'amour, lui, ne s'éteint jamais. Et si parfois tu te sens submergé, rappelle-toi que tu peux t'appuyer sur une présence, une main tendue, sur une voix comme celle-ci qui te dit simplement « Tu sais, tu n'es pas seul ». Merci d'avoir été là. Merci pour ton courage, pour ta confiance, pour ta présence. On se retrouve bientôt dans un prochain épisode de Fragile mais debout. D'ici là, vraiment, prends soin de toi. Ciao.